Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, les circonstances particulières liées à la crise sanitaire cette année ne nous permettent pas de nous réunir pour la conférence annuelle comme je l'aurais tellement souhaité et comme vous aussi, j'en suis sûre, vous l'attendiez. Mais comme cette crise nous a aussi révélé tous les usages que nous pouvons faire du numérique, c'est de manière virtuelle, mais non moins chaleureuse, que je vous souhaite la bienvenue. Fidèle aux bonnes habitudes, je vous parle depuis l'auditorium de l'Institut français de Grèce, qui accueille la conférence annuelle de l'École française d'Athènes depuis des décennies, et je remercie son nouveau directeur, M. Patrick Commois, pour son hospitalité renouvelée. Cette conférence annuelle, qui fait le bilan des travaux de l'année 2019, est l'occasion de remercier les autorités françaises et grecques pour le soutien qu'elles accordent à l'école. Notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est aussi la tutelle du réseau des écoles françaises à l'étranger, dont l'École française d'Athènes fait partie. Le ministère des Affaires étrangères soutient également notre activité dans les 3 pays où l'école développe des recherches, en Albanie, en Grèce et à Chypre, par les financements de la Commission des fouilles et par l'appui des ambassades. Que nos ambassadeurs, M. Patrick Maisonnave en Grèce, Mme Christina Vazak en Albanie, Mme Isabelle Dumont à Chypre, trouvent ici l'expression de la reconnaissance de l'école pour leur soutien. Je veux aussi remercier en Grèce les institutions qui soutiennent notre activité, tant au ministère de la Culture et des Sports avec la Direction générale des Antiquités, que dans ses différentes directions ainsi que dans les éphories. Celles de Kavala, de Béotie, de Phocide, d'Arta, des Cyclades, d'Argolide, du Laciti, d'Héraclione et l'éphorie des Antiquités sous-marines. À Chypre, la Direction des Antiquités et en Albanie, l'Institut archéologique. À tous ces collègues et amis, je redis ma profonde reconnaissance au nom de l'École française d'Athènes pour leur accueil et pour leur soutien généreux. J'exprime également mes plus vifs remerciements à nos partenaires privés qui soutiennent financièrement notre action, en particulier le Fonds de dotation de l'École française d'Athènes et l'Association des Amis de l'École française d'Athènes, mais aussi les fondations Niarchos, Onassis, Botsaris, Kaplan, Del Duca, Arpamed et Instap, qui ont apporté leur soutien à plusieurs de nos programmes. Enfin, les municipalités sur les sites de fouilles sont très souvent engagées dans le soutien à nos opérations archéologiques et apportent un appui logistique extrêmement précieux. Qu'elles en soient chaleureusement remerciées. J'ai pris mes fonctions à la direction de l'école le 1er septembre 2019, en ressentant à la fois la joie et l'honneur de cette responsabilité, très fière aussi d'être la première femme à diriger notre établissement. S'il me revient de présenter au début de mon mandat de directrice de l'École française d'Athènes ce rapport d'activité de 2019, le bilan des travaux de l'école au cours de l'année écoulée revient très largement à mon prédécesseur Alexandre Farnoux, et cette introduction est en premier lieu l'occasion de rendre hommage au travail réalisé par lui-même et par son équipe au cours de ses 2 mandats successifs. L'école qu'il me transmet est plus que jamais ouverte sur des partenariats multiples. Elle est riche de nombreux projets qui peuvent profiter d'une organisation solide au sein de l'établissement. En prenant appui sur ces nombreuses et précieuses avancées, je me suis engagée à contribuer à mon tour au rayonnement de cette école qui nous est chère et au développement de ces partenariats en Grèce, en Albanie, à Chypre et dans un horizon international. Les travaux de l'année 2019 que je vais vous présenter dans un instant sont l'œuvre d'une équipe. D'abord, les différents services d'appui à la recherche dans l'établissement, sans qui rien ne se ferait, les services administratifs et techniques, le service comptable, la bibliothèque, les archives, les publications, les directions des études. Voici ce que donne à l'écran, en chiffres, le bilan de leur activité pour l'année 2019. Ensuite, les membres de l'École française d'Athènes, au nombre de 12 pour l'année 2019. Ils sont français, grecs, belges, suisses, brésiliens. Ils ont fait leurs études dans des contextes internationaux et travaillent pendant leur séjour sur différents chantiers de l'école, qu'il s'agisse de fouilles, d'études dans le domaine de l'Antiquité ou de programmes de la section moderne et contemporaine.
Ces jeunes chercheurs sont représentatifs de ce qu'est la recherche dans leur génération, internationale et engagée, et il faut leur souhaiter de pouvoir inscrire leurs travaux dans la durée grâce au maintien de débouchés dans nos domaines de recherche. Les acteurs de la recherche de l'École française d'Athènes, ce sont aussi les anciens membres et les chercheurs associés de nos programmes, avec le partenariat de nombreuses universités et laboratoires en France, en Grèce et dans d'autres pays. L'École française d'Athènes tisse ainsi un réseau très dense et très solide de collaborations qui soutiennent ses travaux. En retour, l'école consacre une part importante de son budget à l'accueil de doctorants boursiers et de chercheurs résidents, ouvre largement sa bibliothèque et ses archives et offre une riche programmation de stages de formation, de séminaires et de conférences. Au cours de l'année 2019, ce sont 9 chercheurs qui ont été accueillis en résidence, ainsi que 45 boursiers et 3 doctorants sur contrat. Une quarantaine de manifestations scientifiques se sont tenues au cours de l'année 2019, ainsi que plusieurs séminaires réguliers. Signalons en particulier le séminaire chez Didot, consacré aux sciences humaines et sociales en pratique, le séminaire MELI, en partenariat entre les membres scientifiques de l'École française d'Athènes et ceux de l'American School of Classical Studies, et le séminaire Nouvelles technologies. Dans les travaux de l'École française d'Athènes, en 2019, les fouilles archéologiques occupent une large place avec 5 opérations menées sur différents sites. Plus largement, sur tous les sites où travaille l'école, c'est une série de travaux de terrain et d'études qui ont été menés et contribuent pas à pas à renouveler les savoirs dans plusieurs domaines des sciences de l'Antiquité. S'y ajoutent les programmes de la section moderne et contemporaine, si bien que l'école aujourd'hui cumule une expertise sur toutes les périodes, sur tous les siècles de l'histoire de l'hellénisme. L'étude des sociétés anciennes est, on le sait, profondément renouvelée par l'archéologie. La fouille de l'école qui documente les périodes les plus anciennes est celle du site chypriote de Clymonas, situé dans le district de Limassol. La préhistoire de Chypre comporte encore plusieurs périodes non documentées qui se sont trouvées peu à peu éclairées par les recherches de cette équipe française. En 2019, l'équipe a poursuivi l'étude de ce site qui date de la plus ancienne phase du néolithique pré-céramique de l'île et du continent voisin, soit vers 8800 avant notre ère. Et des prospections menées sur le plateau d'Arménochori ont permis de remonter encore plus haut dans le temps et ont révélé d'importants vestiges archéologiques décrivant une culture chypriote totalement inédite, datant probablement du 10e millénaire avant notre ère, une période charnière de l'histoire du climat et de la biodiversité pour les sociétés du Proche-Orient. L'évolution des sociétés anciennes est aussi, en Grèce cette fois, ce que montre le chantier de Dikilitash, dans la plaine de Drama. L'équipe a repris en 2019 les fouilles du tel autour de 2 thèmes, les niveaux d'occupation les plus anciens du site, c'est-à-dire de la fin du 7e et du 6e millénaire avant notre ère, et le bronze récent, entre 1500 et 1200 avant notre ère, l'objectif final étant de restituer l'histoire complète du tel, du néolithique à nos jours. Et je suis très heureuse d'annoncer ce soir que le programme de Dikilitash, qui est soutenu par l'École française d'Athènes depuis 1961, dans un partenariat avec la Société archéologique d'Athènes, vient de recevoir le prestigieux prix Del Duca de l'Institut de France. C'est un grand honneur pour l'équipe de fouilles, pour l'École française d'Athènes et pour ses partenaires. 2 nouveaux secteurs à Dikilitash ont fait l'objet de la campagne de 2019, de manière à approfondir la question des transitions entre les périodes. Le secteur 7 au sommet du tel et le secteur 9, nouveau secteur implanté sur le versant nord du tel. Ces fouilles ont nécessité une logistique importante de débroussaillage, comme vous le voyez, et dans le secteur 7, elles ont apporté des informations nouvelles sur les techniques de construction d'un grand bâtiment dont le sol et plusieurs parties de la superstructure étaient très bien conservées, avec les vestiges d'un mur ou bien d'un plafond en terre doté d'une armature de bois. De nombreux échantillons paléobotaniques ont pu être prélevés, ainsi que des vestiges de fibres végétales provenant probablement d'un tapis. Dans le secteur 9, c'est la question de la néolithisation de la région dans la seconde moitié du 7e millénaire avant notre ère qui est abordée.
La fouille s'annonce complexe en raison de la profondeur nécessaire à atteindre, 7 à 8 mètres, mais elle a d'ores et déjà apporté des résultats très probants en révélant en particulier plusieurs figurines du néolithique récent. L'enjeu majeur dans les prochaines années sera d'établir avec quel bagage dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et des techniques artisanales, les premiers paysans se sont installés en Europe à partir de 6400 avant notre ère. À Kira, en Phocide, non loin de Delphes, le site de l'âge du bronze, composé d'une nécropole et d'un habitat, se prête particulièrement à l'étude des sociétés proto-historiques. On se situe chronologiquement entre 2000 et 1400 avant notre ère environ. La campagne de 2019 a réuni une trentaine de chercheurs et d'étudiants. Elle a porté à la fois sur l'achèvement de la fouille des contextes funéraires de la nécropole dans l'un des secteurs et sur la poursuite de l'exploration des vestiges d'habitat mis au jour dans la partie sud-est du même secteur. On a également fouillé la grande tombe assiste proto-mycénienne dégagée en 2018. La campagne a ainsi permis la fouille complète de 15 contextes funéraires. Et la plupart des tombes fouillées cette année présentaient de nombreuses inhumations et témoignages de manipulations postérieures au dépôt des corps et de dépôts secondaires. Plusieurs murs situés à l'est du secteur semblent appartenir à la phase de la nécropole, ce qui constitue une grande nouveauté car jusque-là, tous les éléments d'architecture étaient en lien avec les niveaux d'habitat des périodes antérieures. Il est tentant d'identifier la zone qu'il délimite à un enclos, ou plus exactement une plateforme funéraire. Dans une grande tombe à ciste, on retrouve les dépôts primaires successifs de 6 individus, dont 5 adultes et un périnatal. Le mobilier funéraire comprend 5 vases en céramique qui constituent un ensemble cohérent daté de l'Éladique récent I, ainsi que plusieurs éléments de parure. À côté, à la même époque, la présence d'un habitat est confirmée et 2 phases d'occupation ont été identifiées, séparées par un temps d'abandon. Comme souvent le permet l'archéologie funéraire, ces résultats viendront compléter et remettre en question un certain nombre de connaissances sur les organisations sociales et hiérarchiques de cette période, comme en témoigne la variété des types d'inhumation déjà repérés, cystes à inhumation multiple, inhumation secondaire, fosse, traitement des tombes infantiles, dépôts votifs ont fait l'objet de ces études. Amalia, un site important de la civilisation minoenne de Crète, c'est l'étude du palais et du secteur Pi qui ont continué à progresser au cours de l'année 2019 en permettant d'améliorer notre connaissance des phases de la chronologie minoenne autour de 2000 avant notre ère, ainsi que la connaissance du phasage architectural de la construction palatiale. Tandis qu'au monument de Chryssolakos était menée une étude des techniques de construction. En Crète toujours, sur le site de l'Anavlokos, c'est à nouveau une histoire d'évolution des sociétés et des implantations humaines aux époques géométriques et archaïques que donne à voir cette fouille menée depuis plusieurs années. Après avoir exploré précédemment la nécropole et les espaces cultuels du site, on a engagé en 2019 la fouille de l'agglomération urbaine de la partie haute du vallon sur une dizaine d'hectares. L'objectif est de préciser la nature, la chronologie de l'occupation humaine afin de documenter l'organisation économique, sociale et politique de la communauté établie sur ce massif de l'Anavlokos. Les fouilles de 2019 ont révélé l'intégralité de ce qui constitue en définitive un quartier distinct au sein de l'agglomération urbaine, le quartier de la Forge. Ce quartier s'organise en 3 terrasses auxquelles une rampe permet d'accéder et dont les murs de soutènement mégalithiques sont fondés sur le rocher. Il se compose de 3 édifices. Une imposante résidence, dont la partie orientale, d'accès peu aisé, avait sans doute une fonction privée. Un bâtiment comprenant une apothèque ainsi qu'une pièce à banquette. Et une forge comprenant un atelier et son dépotoir. Les indices stratigraphiques et architecturaux et des rebuts sidérurgiques retrouvés en grande quantité rendent compte d'une intense activité de manufacture d'objets en fer dans ce secteur de l'agglomération urbaine.
Le mobilier céramique mis au jour est datable entre le milieu du 8e siècle et le tout début du 7e siècle avant notre ère. Cet ensemble illustre un agencement de l'espace résidentiel en quartiers distincts qui reflète l'organisation observée dans l'espace funéraire où de grands tumuli et des groupes distincts de tombes avaient été déjà identifiés. Les trouvailles de cet ensemble viennent en outre enrichir considérablement notre documentation concernant l'artisanat sidérurgique du premier âge du fer dans le monde grec. Les travaux de l'école s'attachent également sur plusieurs sites à analyser les transformations des espaces urbains à des époques plus récentes, celles de la cité classique et hellénistique avant notre ère. En Grèce du Nord, sur le site de Thasos, le programme Archépolis, Archéologie et Histoire de l'espace public à Thasos, porte depuis plusieurs années sur la topographie et l'architecture du centre monumental de la cité. En 2019, l'équipe a poursuivi l'étude du sanctuaire de Zeus Agoraios, tout en achevant l'intégration des plans géoréférencés de l'Agora dans un web SIG dont l'interface numérique permet de multiples applications. L'étude de ces espaces publics de la cité thasienne comprend aussi l'examen de nombreux remaniements parfois plus tardifs, comme c'est le cas du programme consacré aux abords nord de l'Artémision, où ont été fouillés et sont maintenant étudiés et restaurés les vestiges d'une grande demeure byzantine implantée sur une partie du site des débuts de la colonie grecque archaïque. La cité thasienne des époques classiques, hellénistiques et impériales se révèle aussi à travers son port, dont l'étude en vue de la publication a encore progressé en 2019, et aussi à travers l'étude des portraits sculptés, des monnaies, du mobilier votif des sanctuaires et des inscriptions avec la publication du premier volume des inscriptions de Thasos dans la série des études thasiennes. Enfin, grâce à un partenariat entre l'École française d'Athènes, les éditions Picard, Actes Sud et les éditions von Zabern, la publication d'un livre très richement illustré et destiné au grand public permet désormais de relire en français ainsi que dans une version en allemand, cette histoire d'un Eldorado antique. C'est aussi une autre cité portuaire qu'explore désormais l'École française d'Athènes avec le programme d'archéologie sous-marine mené à Égine en partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille et l'Ephorie des antiquités sous-marines ainsi que d'autres partenaires. Un nouveau programme qui renoue avec une grande tradition des recherches de l'école française dans les années 80. L'objectif aujourd'hui de ce programme est d'étudier au moyen de nouvelles technologies, dont un robot de prospection océanographique, les installations portuaires et côtières de la cité d'Égine du VIe siècle avant notre ère jusqu'à l'époque byzantine. Égine, on le sait, est l'une des plus grandes puissances navales de l'époque archaïque et classique dans l'archipel égéen, notamment grâce à son activité commerciale qui s'appuie sur ses colonies en Méditerranée. La façade maritime de la cité est aujourd'hui en grande partie submergée et constitue le seul ensemble caractéristique des ports fermés qui soit aussi bien conservé pour l'époque classique en Grèce. Les structures visibles, ports, fortifications maritimes, hangars à bateaux, feront l'objet dans les années à venir de campagnes de fouilles et d'études, doublées de formations à l'archéologie sous-marine dans le cadre d'un chantier école international prenant appui sur la chaire UNESCO de l'Université d'Aix-Marseille et sur les compétences de l'École française d'Athènes. La campagne de 2019 s'est concentrée sur le port militaire avec 3 sondages et une couverture photogrammétrique des fortifications et des hangars à bateaux. Comme vous le voyez, une journée portes ouvertes a également été organisée pour la plus grande joie du public. C'est encore l'archéologie sous-marine qui est à l'honneur à Délos, où le programme d'études des espaces côtiers et sous-marins de l'île s'est poursuivi en s'appuyant sur les résultats de la bathymétrie réalisée avec l'Elkété. Au sud de l'île, l'équipe a poursuivi, avec l'Ephorie des antiquités sous-marines, l'étude de l'épave du IIIe siècle de notre ère repérée en 2016. 4 autres épaves, hellénistiques et romaines, ont été repérées au sud de Délos, comme l'indique la carte à l'écran. L'île de Délos a été encore en 2019 le sujet de très nombreuses études et 17 missions de l'École française d'Athènes s'y sont tenues.
À la fois île sacrée abritant plusieurs sanctuaires, ville cosmopolite et commerçante de l'époque hellénistique et romaine, son exploration continue par les équipes françaises permet de compléter la passionnante reconstitution de son espace urbain. Héraion, Aphrodisione, Sarapeia, Magasin du front de mer, îlot des comédiens, salle hypostyle, mur de Triarius, maison de Fournis font l'objet de travaux d'études pour préparer des publications ainsi que des travaux de restauration. Le riche corpus épigraphique de Délos continue à fournir la matière à de nombreux travaux, en particulier avec un programme d'études des mains de graveurs de ces innombrables stèles. Un autre programme, intitulé Géologie et architecture à Délos, financé par l'Agence nationale de la recherche, porte sur l'analyse des ressources naturelles de l'île et leur exploitation dans les monuments déliens, à partir de l'établissement d'une carte géologique et d'une caractérisation des types de roches permettant de faire la part des matériaux locaux et des importations. 5 carrières de granit antique ont été documentées lors de la campagne de 2019. La transformation des espaces urbains, c'est aussi l'étude des espaces de production qui permet de comprendre dans la ville l'implantation des activités artisanales et l'histoire des techniques. C'est ce qu'étudie un programme mené en partenariat avec l'École française de Rome pour une comparaison avec Pompéi en s'intéressant aux fouleries, teintureries, meuneries et boulangeries dans les quartiers d'habitation de Délos. Le programme de réexamen de l'îlot des comédiens s'attache quant à lui à retrouver l'assemblage du mobilier et sa répartition dans les pièces des maisons afin de préciser la nature de celles-ci et leur histoire grâce à l'apport d'outils archéométriques et d'analyse chimique. Enfin, sur l'île voisine de Rhénée, c'est à l'invitation de l'Éphorie des Cyclades que l'école participe à un programme de prospection et de topographie en partenariat avec le parc archéologique de Pompéi. L'École française d'Athènes apporte dans cette équipe son expertise en matière de traitement des données topographiques et s'investit plus particulièrement dans le réexamen de la nécropole. L'organisation du territoire d'une cité, c'est aussi ses fortifications. Plusieurs programmes de l'École française d'Athènes travaillent à reprendre cette question de la défense des territoires et des structures fortifiées. Cette thématique, qui est en plein renouvellement, permet de mettre en évidence non seulement des tracés urbains, mais aussi des histoires collectives de défense face aux menaces. En Albanie, sur le site d'Apollonia d'Illyrie, l'École française d'Athènes mène depuis des années, en partenariat avec l'École française de Rome et l'Institut archéologique de Tirana, l'exploration de cette cité antique. L'année 2019 marque le début d'un nouveau programme d'exploration de la ville haute dans le secteur de la porte nord-est, qui comprend, outre la porte elle-même et la fortification, un quartier d'habitation remontant à l'époque archaïque et une zone de sanctuaire à proximité de l'agora hellénistique. La route qui sort de la ville à cet endroit se prolonge vers la Via Egnatia au IIe siècle avant notre ère. De plus, une nouvelle enquête de grande ampleur consiste en l'étude architecturale, archéologique et historique des fortifications d'Apollonia fondées sur des relevés photogrammétriques. Elle permet d'ores et déjà des avancées sur la chronologie relative des phases de construction du rempart. À l'intérieur du rempart, un quartier d'habitation s'étendait entre l'acropole nord et la porte. Son implantation remonte au VIe siècle avant notre ère et se prolonge jusqu'à l'époque romaine. On a mis au jour une partie du péristyle d'une grande maison tardo-hellénistique des IIe ou 1er siècles avant notre ère, et sur la terrasse méridionale, un autre grand bâtiment rectangulaire a été dégagé et pourrait avoir une fonction cultuelle liée aux nombreux restes votifs que contiennent les remblais dans cette zone. Les sanctuaires constituent un autre élément de cette organisation des territoires dans les cités de la Grèce antique. Sur le site de Delphes, l'École française d'Athènes a tenu 16 missions en 2019. Plusieurs d'entre elles poursuivent la préparation de corpus, inscriptions, sculptures, bronzes, instruments de musique. D'autres s'inscrivent dans des programmes transversaux, programmes sur la pierre à Delphes, programme d'études de la ville antique de Delphes, programme sur les fortifications de Phocide et de Locride à Delphes et Amphissa.
L'étude de plusieurs monuments et secteurs s'est également poursuivie en 2019. Le gymnase a fait l'objet d'une campagne d'études pour établir l'état de la documentation, travailler au relevé topographique et photogrammétrique et engager un programme en partenariat avec les Fauries de Phocide. Sur la terrasse de Marmaria, le récollement des blocs en vue d'une nouvelle étude architecturale des vestiges a été complété. D'autres études architecturales se sont poursuivies sur l'agora romaine et au portique ouest dans le sanctuaire. C'est aussi à l'exploration de deux importants sanctuaires que travaille l'école en Béotie sur les sites du Ptoion et du Val des Muses. Au Ptoion, la reprise de la topographie a permis d'avancer dans la description détaillée des vestiges et de relever les murs de terrasse supérieurs et inférieurs qui font partie d'un programme unitaire lié à la construction du temple. Au Val des Muses, le rassemblement de la documentation graphique pour l'étude de l'autel avec la basilique paléochrétienne qui s'est établie sur les vestiges a permis d'en identifier plusieurs éléments architecturaux. Ces travaux d'exploration archéologique sont amplement renouvelés par l'apport des nouvelles technologies. L'École française d'Athènes s'y est beaucoup consacrée ces dernières années et elle a acquis une expertise reconnue dans le domaine de la topographie et du relevé archéologique. Les web SIG sont désormais en cours de production sur les sites explorés par l'École française d'Athènes, après celui de Délos et maintenant de Thasos, dont vous voyez une copie à l'écran. Ce sont les SIG d'Amathonte, de Delphes, de Malia, d'Argos, qui sont en fabrication. Leurs interfaces numériques permettront de multiples applications, tant pour agréger des données archéologiques que pour créer des outils de valorisation destinés à la visite du site. Dans l'étude des sites, l'utilisation de drones, de scanners laser, de lidar permet d'obtenir très rapidement des relevés et des données archéologiques. Cela a été le cas cette année sur le site de Mistra, où est engagé un nouveau partenariat pour la reprise de l'étude de ce site byzantin. Et ce fut le cas également à l'échelle d'un monument, en Épire, pour le relevé de l'immense église de la Parigoritissa. Enfin, au musée de Delphes, une opération d'envergure avec des moyens techniques novateurs a été menée sur l'Aurige, avec pour objectif de renouveler nos connaissances sur la fabrication des grands bronzes grecs grâce à l'appui de nouvelles technologies. Ce programme, mené par l'École française d'Athènes en partenariat avec les Fauries de Phocide, le laboratoire de recherche en physique d'Imocritos, le musée du Louvre et le centre de recherche et de restauration des musées de France, s'inscrit dans le renouveau des recherches sur les bronzes grecs. Il a permis de mener des analyses qui n'avaient jamais été mises en œuvre en Grèce dans ce domaine, gammagraphie, endoscopie, spectroscopie avec XRF, XRD, Raman, ultrasons, fluorescence X de l'intérieur de la statue et donc avec l'usage d'une source radioactive, l'iridium 60. Cette opération spectaculaire, vous vous en doutez, qui a réuni une équipe de 15 personnes autour de l'Aurige dans un espace d'exposition ouvert au public, était très complexe à réaliser, mais elle a pu être menée à bien dans toutes les conditions de sécurité requises grâce à l'investissement exceptionnel de tous les partenaires. Alors c'est maintenant le temps des analyses qui apporteront bientôt leur lot de révélations. On attend de ce travail une vision renouvelée des matériaux et des modes de fabrication de la statue, et en particulier des techniques de soudure qui sont d'une grande virtuosité et qui semblent s'être perdues au cours des siècles suivants. Les prélèvements du noyau, ainsi que des prélèvements réalisés sur certains fragments, permettront également de trancher sur l'appartenance de certains éléments à ce même groupe. Comme la statue est par ailleurs extrêmement bien datée du début du 5e siècle avant notre ère, les travaux réalisés ici vont fournir une référence fiable qui permettra en même temps d'améliorer les procédés d'analyse. Alors, je n'ai pas pu citer toutes les opérations menées dans le domaine des études antiques et byzantines dans les programmes de l'école en 2019. Nombreuses sont les équipes qui sont venues travailler sur les sites à l'étude du matériel archéologique et à la fabrication de corpus. À Argos, à Philippe, à Dréros, à Amathonte ou encore à Athènes. Merci à tous ces chercheurs qui s'engagent sur le terrain. Dans le domaine des études modernes et contemporaines,
L'école française d'Athènes, en s'appuyant sur un riche réseau de partenariats en Grèce et à l'international, poursuit des programmes pluriannuels qui ambitionnent de renouveler l'approche des sociétés grecques de Méditerranée par l'apport de nouvelles sources d'archives, par la constitution de bases de données qui les mettent à disposition et par l'examen de nouveaux champs d'études. En 2019, ce sont 17 programmes au total qui se sont poursuivis avec des équipes françaises, grecques et internationales, plus largement. Ces programmes utilisent les humanités numériques pour diffuser les résultats de leurs recherches. Alors, je ne peux pas les détailler tous, mais je vais insister sur certains d'entre eux qui présentent des résultats déjà très aboutis. Certains de ces outils connaissent de très grands succès de consultation, comme l'Atlas social du programme Observatoire urbain d'Athènes, par exemple, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter depuis 2016 et qui compte désormais en 2019 83 777 utilisateurs. Parmi les nouvelles enquêtes, on notera entre autres dans ce programme celle sur les abris de la Seconde Guerre mondiale à Athènes, forme originale de l'archéologie du contemporain, ou encore une étude sur les rues d'Athènes dans la littérature. D'autres programmes collectent des archives inédites, comme le programme de recherche Cartographiant la mémoire, consacré aux élèves juifs de Thessalonique pendant l'Holocauste. Ce programme recense depuis 2016 des documents d'archives qui permettent de suivre, par une carte interactive, toutes les informations rassemblées sur chaque élève. C'est également à la sauvegarde d'un passé disparu et d'une mémoire matérielle et immatérielle que s'attache le programme Hot Heritage, consacré au patrimoine ottoman, qui fait lui aussi une large place à Thessalonique. D'autres programmes encore s'inscrivent dans le périmètre plus large de la Méditerranée et mettent en perspective les informations de Grèce avec d'autres pays pour une étude des mobilités croisées, comme c'est le cas du programme sur l'histoire du mariage en Europe du Sud et en Méditerranée, ou encore du programme sur la musique ecclésiastique byzantine dans l'espace vénitien. Ce programme travaille à rassembler et à numériser des manuscrits copiés à l'époque moderne en Crète. La particularité de ce corpus réside dans le fait que, quoiqu'en notation byzantine et en langue grecque, il présente des caractéristiques du monde latin et permet donc d'analyser ces échanges croisés entre Orient et Occident de la fin du Moyen Âge à l'époque moderne. C'est aussi la circulation des idées qu'étudie les programmes Bibliotheca Academica Translationum, consacrés à la circulation des traductions de livres sur l'Antiquité du XVIIIe et du XIXe siècle, et le programme Médiateur culturel entre la Grèce et la France au XIXe et XXe siècle. En cours depuis plusieurs années, le programme sur l'armée d'Orient 1915-1919 a poursuivi son travail dans les archives. Un ouvrage de synthèse qui vise à être la référence sur l'armée d'Orient sera déposé pour publication à la fin de l'année 2020. Le système d'information géographique de l'armée d'Orient, le SIG, qui sera prochainement rendu public, expose les résultats de cette enquête en se focalisant sur les itinéraires des soldats et en rassemblant toutes les sources disponibles. Les travaux des membres de l'équipe ont été présentés lors du colloque sur le centenaire de la conférence de paix de Versailles, qui nous a réunis le 14 décembre 2019 et où le président de la République hellénique nous a fait l'honneur de sa présence en présentant ses conclusions sur l'œuvre de Venizelos. À l'occasion de ce colloque, une enquête menée sur la Ligue franco-hellénique, fondée en 1912 par le chef de la mission militaire française, a révélé les liens profonds qui ont uni l'école française d'Athènes et la Ligue, à travers les directeurs et les membres scientifiques de l'époque, qui publiaient en grec la revue Adelphosini de 1916 à 1927. D'autres programmes relient avec fécondité l'Antiquité et l'époque moderne en travaillant sur des phénomènes de réception du passé. Le programme sur l'Antiquité grecque dans les expositions universelles a poursuivi son enquête dans les archives et les publications sur le sujet.
Si certains exemples sont très connus, comme les monuments de Delphes reconstitués en plâtre à l'exposition de Paris en 1900, inconnu jusqu'à ce jour était l'exposition en 1937 des moulages en plâtre ou galvanoplastie du chapiteau byzantin de Philippe et de la triade apollinienne de Dréros, présentés au pavillon de l'enseignement supérieur, alors que le pavillon de la Grèce présentait les produits de l'artisanat grec contemporain. Le programme Zervos et les cahiers d'art est un partenariat de l'École française d'Athènes avec la Fondation Niarchos et le musée Benaki. Il étudie le rôle d'une figure emblématique des relations culturelles entre la France et la Grèce au XXe siècle, celle de Christian Zervos. Il a abouti en décembre 2019 à une exposition rassemblant environ 60 chefs-d'œuvre de l'art moderne provenant de la collection personnelle de Zervos conservée au musée de Vézelay en France et très peu connue du public. L'intérêt de l'œuvre de Zervos est d'établir le lien entre l'archéologie de la Grèce préhistorique et l'avant-garde européenne. Ses livres sur l'art des Cyclades ou l'art de la Crète, réalisés grâce à de nombreux voyages en Grèce, ont fait date et méritent d'être réexaminés dans le cadre d'une histoire de l'art ouverte aux problématiques de l'esthétique contemporaine. Enfin, quelques mois avant, au cours de l'année 2019, une autre exposition consacrée à Homère au Louvre-Lens et dont Alexandre Farnoux était l'un des commissaires a, elle aussi, relié l'Antiquité et les mondes modernes et contemporains pour faire revivre sous tous ses aspects les héros et les récits homériques. Tous ces travaux de recherche s'appuient sur des services de l'école qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le service des archives de l'École française d'Athènes ne se contente pas d'enregistrer les données produites par les nouvelles recherches dans des formats qui sont de plus en plus évolutifs et complexes. En effet, données 3D, archives sonores, orthophotographie viennent s'ajouter aux traditionnels plans, estampages et carnets de fouilles. Mais ce service est aussi un lieu de dépôt et de traitement, de collection d'archives historiques, et il a reçu d'importants versements d'archives privées qui fourniront la matière à de futurs programmes de recherche. Venant s'ajouter aux archives de René Valois, les archives de Joseph Chamonard, 300 plaques de verre et plus de 3000 photos, ainsi que des documents manuscrits, documentent à la fois ses activités d'archéologue et d'officier durant la Première Guerre mondiale et ses nombreux séjours dans différents pays méditerranéens. L'arrivée des archives de l'architecte Erik Hansen fournit quant à elle une riche information sur ses travaux à Delphes. L'École française d'Athènes dispose également d'un très riche fonds qu'elle est en train de traiter, les archives de la famille Gilliéron. Archives manuscrites, plaques de verre, objets sont en cours d'inventaire et de catalogage. Cet important fonds ne documente pas seulement la découverte de la Crète minoenne, mais aussi la découverte de la polychromie antique, la renaissance des Jeux olympiques et l'iconographie du royaume hellénique, des timbres, des billets, au début du XXe siècle. Les premiers résultats de l'étude de ce fonds ont été présentés lors de l'exposition et du colloque Copier le passé à Thessalonique en novembre 2019. Au bout de cette chaîne de production des résultats de la recherche, le service des publications a joué pleinement son rôle de reflet des activités de l'École française d'Athènes avec une riche moisson de livres imprimés au cours de l'année 2019. Ce sont 22 titres qui portent le millésime 2019 et dont vous avez déjà aperçu au fil de cet exposé quelques couvertures. L'école compte désormais 3 revues que vous pouvez retrouver dans un format numérique, le traditionnel bulletin de correspondance hellénique qui paraît en imprimé et maintenant aussi en ligne, et son tout jeune petit frère, créé en 2019, le bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain, qui paraît en ligne, ainsi que le bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger qui sera bientôt disponible. À la fin de l'année 2019, nous avons changé de diffuseur et c'est désormais Paul Peters qui diffuse les livres de l'École française d'Athènes. Vous pouvez également retrouver une grande partie de ces publications en format d'e-books chez plusieurs diffuseurs numériques. Voici pour terminer quelques exemples des livres parus en 2019 dans tous les domaines d'activité de l'école. Pour cette foisonnante activité, je tiens encore une fois à remercier tout le personnel de l'école et nos nombreux partenaires qui la rendent possible.
Je devrais certainement aussi remercier les dieux et les déesses de la Grèce antique, dont il va être question dans la conférence qui va suivre. J'adresse en tout cas tous mes remerciements à Vinciane Pirenne-Delforge, qui a accepté de relever ce défi d'une conférence en streaming depuis l'Université de Liège, où elle se trouve, et je lui exprime aussi tous mes regrets de ne pas pouvoir, comme je l'aurais tellement souhaité, l'accueillir chaleureusement à Athènes. Vinciane Pirenne-Delforge est professeure au Collège de France, où elle occupe la chaire de religion, histoire et société dans le monde grec antique. Elle est cofondatrice et directrice de la revue Kernos, revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque, et elle dirige un programme de recherche qui réexamine le corpus épigraphique des lois sacrées du monde grec et étudie les normes rituelles. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au culte grec et au polythéisme dont elle va nous parler dans un instant.